Bonjour à tous. Alors, première slide, première image, je voulais démarrer par ça. Je ne sais pas si vous savez d'où vient cette image. Ce n'est pas une pub pour Netflix, ce n'est pas une pub pour un cinéma, c'est une pub pour Airbnb. Airbnb qui a décidé de se mettre sur un autre créneau, de ne plus uniquement vendre des chambres à louer, de proposer des chambres à louer, mais aussi de proposer des expériences. Et on voit que ces expériences, elles sont proposées de manière très scénarisée. Ça ressemble effectivement à des affiches de cinéma. Pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Eh bien, c'est justement pour vous dire que la narration est plus que jamais au cœur des expériences marketing et que donc on assiste à une véritable révolution de l'écriture où tout le monde devient scénariste. Alors cette révolution de l'écriture, vous allez voir, elle adresse plusieurs questions sur le qui, le comment, le quand. On va essayer de voir ça très rapidement. Je ne vous apprends rien en vous disant que tout le monde est devenu un média. Depuis qu'on a un téléphone dans la poche, la prise de parole n'est plus aux mains de quelques-uns, de quelques professionnels, qu'ils soient médias ou professionnels de la com. Tout le monde peut prendre la parole et ça donne parfois des situations presque un petit peu gênantes. Je vais vous montrer un petit extrait à la fin d'un événement sportif où finalement on n'est plus en direct de Canal, mais on est en direct du portable. Alors on va voir si ça fonctionne. Il n'y a pas de son. Je ne sais pas comment on fait pour mettre du son sur la vidéo. Ça ne fonctionne pas. Mais je n'ai pas le réglage apparemment. Pardon. Ouais. C'est bon. Présentateur, par contre. Dans diaporama. Mode présentateur. Ouais. Parfait. Alors, on est reparti. Là, on est en direct de mon téléphone, on n'est pas en direct de Canal, tiens. Tu es un grand. Merci, Dieu, merci. Merci les gars. Et merci. Cette année. Bravo déjà. Voilà, c'est juste un petit exemple. Vous voyez que le journaliste, c'est pas trop s'il doit rire ou pleurer. Il se fait complètement disrupter dans son interview. Finalement, c'est plus lui qui a la main. C'est le sportif en question là, qui gère complètement du début à la fin son événement. On voit donc que tout le monde peut prendre la parole, qu'il y a des nouveaux codes qui sont inventés, des codes qui sont même, à partir de ces codes-là, qui sont réinventés, y compris dans certaines pratiques qui pourraient paraître un petit peu subtiles ou superficielles, comme par exemple ce que j'appelle le selfie contestataire. Donc là, ce n'est pas un simple selfie. On voit bien que là, ce qui compte, ce n'est pas la personne qui se prend en photo, mais bien ce qu'il y a derrière. Donc sur un code, un format d'écriture, là typiquement mobile, de se prendre en photo, il y a un message derrière qui passe, un message politique, un message peut-être qui vise à informer les autres citoyens. Donc on a vu le qui, on va voir le comment des nouvelles formes d'écriture. Ce qui est intéressant, c'est que donc évidemment il y a le texte, la vidéo, ça c'est pas nouveau, mais on voit que de plus en plus il y a une place de plus en plus importante qui est laissée à l'écriture symbolique, donc des emojis, des avatars, demain peut-être son hologramme, des gifs, et donc la part de l'émotion dans l'écriture est de plus en plus importante. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces nouvelles formes d'écriture, on voit que c'est souvent les jeunes qui sont à l'origine de la création de ces nouveaux formats et que les plus âgés essayent de s'approprier ou de les prendre à leur compte avec plus ou moins de succès. Mais parfois aussi pour des visées tout à fait intéressantes. Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple donc, de Youssouf Amar, pour le coup, qui n'est pas très âgé, c'est un journaliste dans la petite trentaine, qui a utilisé les masques Snapchat pour garder l'anonymat de ses sources. Donc là encore, on voit une pratique de masques Snapchat qu'on pourrait considérer comme étant quelque chose qui n'a pas trop d'intérêt en soi. On voit qu'en fait, ça peut servir aussi à l'éthique journalistique. Donc, intéressant dans les nouveaux formats d'écriture. Et enfin, troisième question, le quand.
On assiste à des écritures qui sont de plus en plus mobiles, évidemment dans la lecture ou dans le fait de regarder. On regarde quand on veut, mais aussi dans l'écriture. On poste, n'importe qui peut poster à tout moment. On voit que le mobile a aussi changé certains codes de l'écriture. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'on est passé plutôt à une écriture verticale plus qu'horizontale dans la vidéo, qu'on va regarder des vidéos plutôt sans le son, donc il a fallu commencer à sous-titrer toutes les vidéos. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on poste n'importe comment. La question de la temporalité de la publication reste importante et elle mérite une réflexion même très précise. Vous trouverez tout un tas de blogs ou de sites qui vont vous expliquer à quel moment publier pour cibler le mieux votre audience. Donc ce n'est pas parce qu'on peut publier n'importe comment qu'en fait on doit le faire. Voilà, ça c'est pour la révolution de l'écriture et donc la conséquence de ça, c'est une surabondance de contenu, à la fois dans la masse qui est produite, mais aussi dans la diversité. Et donc, nous, en tant que médias ou en tant que professionnels de la com, on est dans une véritable guerre de l'attention. Comment est-ce qu'on fait pour émerger dans toute cette masse de contenu qui est produite chaque jour, à chaque minute, chaque seconde? Alors, on aurait quelques petits conseils. En tout cas, nous, notre idée, c'est qu'il faut retourner en fait aux fondamentaux. Plutôt que d'essayer de courir après les technos, de courir après les plateformes, sans trop savoir où on va, essayer de revenir au cœur du cœur, à savoir notamment raconter une histoire en premier lieu. Ce qu'on dit souvent, c'est que la technologie doit être au service de la narration et non l'inverse. Et pourtant, la tentation est grande, elle est très grande toujours, de prendre une techno, une plateforme et d'essayer d'en faire quelque chose parce que c'est la techno du moment. Mais en fait, on s'aperçoit que en fait, ça marche assez mal quand on fait ça. Petite parenthèse pour les journalistes, les fondamentaux pour la pratique journalistique restent les mêmes. La seule chose qui change, donc, c'est les outils. Parfois, j'entends dire que maintenant, c'est ces nouvelles plateformes. Faire des stories sur Snapchat, c'est pas du journalisme. Je partage pas cet avis. Je pense qu'on peut avoir une éthique journalistique tout en utilisant un outil qui est différent. Deuxième fondamental, c'est le fait de connaître son audience. À qui est-ce que vous voulez vous adresser? Ça encore, c'est des questions de base que n'importe quel média se pose normalement quand il crée un contenu. On l'a dit tout à l'heure, Eric en a parlé tout à l'heure, on est passé de l'ère des médias de masse à l'ère de la personnalisation de masse. Ça peut se faire grâce à la donnée aujourd'hui. Donc c'est un véritable enjeu pour les médias d'utiliser la donnée comportementale au-delà de juste des données sociaux, des mots qu'on pourrait avoir. Et cette personnalisation, elle passe par l'adaptation du format et du ton pour la bonne plateforme et le bon public. On ne parle pas de la même manière quand on parle sur Snapchat que quand on parle sur YouTube. On ne fait pas des vidéos qui ont la même durée quand on est sur Snapchat ou quand on est sur Facebook ou on n'écrit pas un texte de la même manière quand on est sur un article de blog ou quand on est sur Twitter. Ça paraît des évidences, mais néanmoins, d'adapter ce format et d'essayer de le penser au maximum de manière native, c'est absolument essentiel aujourd'hui. Quand on parle de numérique, parfois, on a l'impression qu'on fait ça que pour les jeunes. C'est pas vrai. Numérique, ça ne veut pas dire jeuniste. On s'aperçoit dans les dernières études de comportement, y compris celle de Deloitte sur les Digital Media Trends de 2018, qu'il y a une convergence des pratiques des générations X, Y et Z, où les plus âgés copient les plus jeunes, adoptent les mêmes pratiques numériques en termes de vidéos en ligne, de binge-watching, d'intérêt pour le numérique et les objets connectés. On s'aperçoit que des populations plus âgées adoptent complètement aussi ces plateformes qui étaient jusque-là utilisées plutôt par des gens qui étaient dans leur vingtaine, donc que ce soit YouTube évidemment. Et là, l'exemple que je vous ai donné, Silver Sniper, c'est la première équipe d'e-sport senior composée de Suédois qui ont entre 62 et 81 ans. Et voilà, donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas non plus oublier les populations plus âgées quand on fait du numérique. Ça, c'est une fake news de croire que le numérique, c'est uniquement pour ceux qui ont moins de 20 ans.
Troisième fondamental, c'est de proposer une expérience. Je vais vous remonter cette slide qui nous est chère avec Eric sur ce que c'est qu'une expérience, à la fois du contenu, à la fois le device sur lequel le contenu va être reçu. Oui, un mobile ou une télé, mais peut-être demain une interface encore plus presque transparente, c'est-à-dire peut-être la vitre de votre frigo connecté ou une vitre d'une voiture autonome. Et enfin, le contexte, puisqu'on n'a pas envie de regarder la même chose à 8 h du matin quand on attend son bus qu'à 7 h du soir après une journée de travail dans son canapé. Donc ces trois éléments, évidemment, avec l'utilisateur, le consommateur au centre de nos réflexions, forment une expérience. Il est plus... on ne peut plus juste se permettre de pousser du bon contenu. Avec l'abondance qu'il y a aujourd'hui, ça ne nous sauve pas. L'expérience utilisateur est absolument essentielle. Si vous avez un excellent contenu, mais un site qui lag, où on ne le retrouve pas, etc., l'utilisateur va aller sur un autre site à quelques clics de là, il n'aura aucun scrupule à vous abandonner. Et ce contexte passe aussi évidemment donc par la maîtrise des données qui va nous permettre de se réapproprier la maîtrise du temps et de l'espace. Quelques tendances éditoriales pour illustrer tout ça. En introduction, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a plus de règles. Voilà. Si vous devez retenir une seule chose, il n'y a plus de règles. On va dans une hybridation des contenus absolument incroyable. Et finalement, ce qui compte, c'est vraiment votre identité, votre ton, le fait qu'on va vous reconnaître très rapidement et pas forcément, mais après, vous pouvez vous permettre tout un tas de choses. On est dans une forme de créativité extraordinaire en ce moment. Donc, 10 tendances. La première chose, c'est plus la taille qui compte. On s'aperçoit que on va, que ce soit du push ou des longs formats, on est à la fois dans l'ère de ce qu'on appelle les micro-storytellers, donc des gens qui vont via des snaps ou des vidéos courtes documenter toute leur vie, voilà, dans l'ère des snackable content, donc le fait de consommer très rapidement quelques secondes de vidéo ou des textes courts, et en même temps sur des formats beaucoup plus longs, que ce soit dans des articles multimédia ou dans l'ère aussi du binge-watching, où on va regarder des heures et des heures et des heures de séries. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de règles sur la taille des contenus. Et là, je vous ai mis deux exemples qui cristallisent un petit peu ça en ce moment. C'est Instagram qui vient d'annoncer qu'ils allaient peut-être proposer des vidéos d'1 heure. Je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler. Et parallèlement à ça, Netflix et Amazon aussi qui vont proposer des formats courts. Alors court, on s'entend, hein, c'est pas 5 secondes ou 10 secondes, c'est plutôt 15-20 minutes. Mais voilà, et Facebook Watch va être exactement aussi sur cette même durée, 15-20 minutes. Donc on voit que même sur des grosses plateformes dont on savait que c'était plutôt du long format, typiquement Netflix, on voit qu'il y a d'autres expérimentations, Instagram aussi. Donc tout ça est en mouvement. Même pour les séries, on voit que la durée des épisodes change d'un épisode à l'autre. On est presque plus maintenant dans une logique de chapitres plus que d'épisodes, puisque les producteurs se sont défaits des contraintes de grille de programmation des médias traditionnels. Donc maintenant, dans la plupart des séries, vous regarderez, on peut aller à des épisodes d'une quarantaine de minutes jusqu'à 1 heure, 1h10. Enfin, donc là aussi, des tailles à la géométrie variable. Deuxième tendance, verticale, niche, hyperlocale, en fait, c'est cette idée qu'on va vers des contenus de plus en plus thématisés, de plus en plus ciblés, de niche. Donc les nouveaux médias font très bien ça, hein. Combini, par exemple, là je vous ai mis quelques exemples, mais aussi dans le live, et ça c'est une tendance qui est un petit peu plus récente. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la photo là en jaune que je vous ai mise, c'est Twitch qui a proposé une plateforme de social eating. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de manger, de se filmer en mangeant. Et puis donc il y a des commentaires à côté, etc. Donc voilà, c'est une expérience sociale avec des gens qui sont en train de s'alimenter. L'idée là, dans cette tendance-là, c'est vraiment l'activation de communautés. Des communautés qui sont de plus en plus conscientes de ce qu'elles veulent. Et donc les médias essayent de s'adapter au maximum à cette demande-là. Troisième tendance, les contenus mobiles premium. On a vu ces derniers mois apparaître quelques plateformes qui proposent des contenus
verticaux, donc conçus pour le mobile et avec un modèle économique derrière. On va voir si cette tendance se poursuit ou pas. Ça pourrait effectivement, on pourrait se dire que oui, a priori, si les études se confirment, à savoir que 50% de la vidéo sera consommée sur mobile d'ici 2020, on pourrait effectivement voir de plus en plus d'offres de ce type arriver sur le marché. Quatrième tendance éditoriale sont les newsletters, qui sont considérés encore comme un média plus intimiste, plus ciblé, puisqu'il arrive quand même qu'il est directement par nature adressé à une seule personne. Et là aussi, on voit que ces derniers mois, il y a énormément d'expérimentations qui sont faites ou de newsletters qui sont lancés. Le Télégraphe, là, ces 2 derniers mois, ont lancé 6 nouvelles éditions. Donc, c'est à la fois du politique et du rugby, donc sur des thématiques très précises. Ça peut aller de newsletters qui sont comme des billets d'humeur, c'est le cas de Slate, ou alors des newsletters qui sont vraiment très longues. Je ne sais pas ce que ça rend comme la capture d'écran à côté, Axios, qui sont en fait des newsletters qui sont vraiment très longues. C'est-à-dire que c'est presque un article qui vous est envoyé. Et donc ça, c'est une tendance là, un peu globale ces derniers mois de reconsidérer la newsletter comme un média à part entière qui n'a pas forcément pour but de ramener du trafic sur le site premium. Donc là aussi, c'est vraiment intéressant comme démarche. Et certains... Donc là, j'ai pris cet exemple de Tip & Shaft, mais il y en a d'autres qui, du coup, ont trouvé un business model à cette newsletter. Donc, c'est devenu un média qui n'est disponible que par newsletter. Et donc, évidemment, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup moins de coûts fixes. Il n'y a pas de site internet notamment à héberger et à faire vivre. Tout le contenu est envoyé par la newsletter et puis les annonceurs se greffent dans la newsletter. 5e tendance, c'est tout ce qui est autour du son, les podcasts. Médiamétrie nous dit que 4 millions de Français écoutent au moins un podcast par mois. Cette tendance, je pense que tout le monde l'a un petit peu en tête. C'est le grand renouveau du podcast. Et on voit donc un écosystème qui est en train de se créer autour de ces podcasts, que ce soit des startups qui essayent de réinventer, la manière dont on va produire les podcasts, mais aussi dont on va pouvoir les écouter. Donc réinventer un peu ces histoires de playlists qui sont aujourd'hui pas très bien faites sur les grandes plateformes sur lesquelles on peut trouver des podcasts. Donc là, il y a tout un écosystème qui est un peu en ébullition. Et puis certaines applications donc de micro-podcasting. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Discord, qui est à la base une application plutôt pour les gamers, qui s'envoient des messages audio pendant qu'ils jouent, parce qu'ils ont un écran où il y a une image et ils ont les mains aussi occupées avec leur manette. Donc, le moyen d'échanger, c'était le son. Et en fait, cette application devient de plus en plus grand public. Facebook, dans la même tendance, est aussi en train de réfléchir à proposer à ses utilisateurs de mettre à jour leur statut, non pas par une ligne de texte, mais par du son. Donc, vous voyez que voilà, cette tendance du micro-podcasting aussi est intéressante à suivre dans les prochains mois. Et va avec cela aussi la réflexion sur la mise en image du son. Je vais vous montrer un court extrait d'un programme, d'un petit programme qui s'appelle Truc de meuf, qui a été produit par les Nouvelles Écritures de France Télévisions. Vous pourrez revoir sur YouTube, mais je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. J'ai accepté d'avoir mes règles, je crois, en première, ou un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, en fait, ça me faisait chier. En fait, j'avais pas du tout envie d'être une meuf. J'aurais très bien aimé rester un enfant ou un garçon, je sais pas. En tout cas, pas un truc qui fait des trucs comme ça là tous les mois. Ça me saoulait grave. Voilà, juste pour illustrer aussi que le son, aujourd'hui, du son seul sur les réseaux sociaux, ça passe pas super. Donc voilà, il y a aussi des initiatives pour réfléchir à comment est-ce qu'on met en image une expérience sonore. 6e tendance, la réalité virtuelle. Alors, on commence à voir un certain nombre là, d'articles qui sortent. Est-ce que vraiment la réalité virtuelle, c'est une vraie tendance? Est-ce qu'on ne s'est pas un petit peu enflammé sur la techno? C'est vrai que ça reste une technologie qui est compliquée parce qu'elle coûte cher, tout simplement. Et c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. À la fois, la techno, oui, il y a des avancées sur la techno, mais ça coûte cher, donc il y a peu de contenu pour tester la techno, etc. Donc en fait, ça avance assez lentement. Et c'est très contraignant quand même pour les utilisateurs d'avoir un masque de bonne qualité pour aussi expérimenter. En tout cas, peut-être trois
tendances sur la réalité virtuelle. La première, c'est que les expériences qui sont proposées sont de plus en plus hybrides. On voit que en fait, les genres sont mixés à travers des expériences. Donc ça va être à la fois du théâtre, de la danse, du cirque, de la BD, de l'animation. Donc les frontières se brouillent complètement. La deuxième, c'est l'utilisation de plus en plus de l'animation. Énorme, quand vous allez dans les festivals, la majorité des projets qui sont présentés, c'est de l'animation. Une des raisons, c'est aussi parce que l'image est très bonne, enfin la qualité de l'image est très bonne, et ça résout aussi le problème de ce qu'on appelle la motion sickness, donc le fait d'avoir le mal de la VR quand c'est pas justement une image créée de toutes pièces. Troisième tendance, les expériences installatives et immersives, donc à très grande échelle, que ce soit juste dans une salle ou même dans des hangars de plus de 500 mètres carrés. Voilà, ça c'est une autre tendance. Et c'est des expériences qui mêlent de plus en plus les autres sens, y compris le toucher, y compris le son, où il va y avoir peut-être une interaction avec des comédiens qui sont aussi dans la salle, et vous aurez votre casque de VR. Donc on est à la limite presque du théâtre immersif virtuel, donc des expériences mixtes qui sont assez intéressantes. Celle dont on a le plus entendu parler, c'était Carnet et Arena, qui a été présentée au 70e Festival de Cannes. Je vous invite à aller voir le teaser sur YouTube. Septième tendance, la réalité augmentée qui arrive sur mobile. Donc là, pour le coup, elle se démocratise beaucoup plus vite. Tous les médias font leurs expérimentations en ce moment sur cette techno-là, y compris France Télévisions récemment, avec Envoyé spécial. Vous pouvez les voir sur Messenger. En fait, on était un peu les premiers aussi à expérimenter via Messenger la réalité augmentée. Donc voilà, tout un tas de questions se posent sur ces nouvelles formes de narration aussi. Sixième, ce sont les messageries. C'est pas nouveau non plus. Ça fait plusieurs années, évidemment, que les médias essayent de parler à leurs utilisateurs à travers WhatsApp, à travers Viber, etc. Ce qu'on voit aussi arriver, hors info, c'est la fiction. Je ne sais pas si vous connaissez donc l'application Hooked, mais il y en a d'autres comme Chat Stories par exemple. Ce sont des applications où on va lire comme des petites nouvelles, mais sous format texto. Donc en fait, il faut cliquer pour avoir le texto suivant, et donc vous lisez une histoire de fiction. Neuvième, les agents conversationnels. Donc là, on en a grandement parlé à la table ronde précédente. Ce sont donc les chatbots. Comme on l'a dit, il y a des limites aujourd'hui à ça. C'est en fait très éditorialisé, en fait, les chatbots derrière. On n'est pas du tout dans quelque chose de totalement automatisé où le bot sait tout et comprend tout et répond à toutes vos questions. On est plutôt dans des approches de push où on va proposer du contenu à l'utilisateur. Et qui dit texte dit maintenant aussi voix, avec les assistants vocaux qui arrivent. 20% de la commande du search est passée par la voix aujourd'hui, et selon les études, on serait peut-être à 50% d'ici 2020. Donc c'est pas du tout anecdotique non plus, et ça pose aussi tout un tas de questions de comment est-ce qu'on s'adresse à notre audience traditionnelle par la voix et de manière conversationnelle, réellement avec du langage naturel. Dixième, là aussi je vais aller très vite puisque ça a été très longuement abordé tout à l'heure, les débuts de l'IA. Donc là on sera vraiment dans de la production de contenu automatisé, que ce soit par du texte ou de la vidéo. Ça pose évidemment tout un tas de questions sur ces interactions homme-machine, à la fois dans les rédactions, dans les médias, donc dans la manière de produire, mais aussi côté utilisateur, jusqu'où on dit que c'était une machine qui est à l'origine du contenu qui est en train d'être regardé. En Europe, on est plutôt sur une position de différenciation entre homme et machine, donc peut-être qu'à un moment on aura un label fait par un humain, mais c'est pas la vision globale dans le monde. Il y a d'autres pays comme au Japon où au contraire ils travaillent sur le fait que la machine et l'homme ne doivent pas être différenciés. Donc là il y a des visions du monde qui s'affrontent aussi par rapport à ces interactions-là, et donc ce sera intéressant de suivre dans les années qui suivent. Trois choses peut-être pour conclure à retenir. Donc j'espère que vous avez compris, la technologie c'est un outil au service de la narration, ne pas se précipiter, mais plutôt pensez à votre histoire et quelle est la technologie qui peut le mieux servir ce que vous avez à raconter. La deuxième, c'est d'affirmer sa différence, son identité, dans une surabondance de contenu. En fait, c'est ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont une identité ultra claire. Donc ne pas hésiter à réaffirmer qui on est. Et enfin, oser tester, oser se tromper aussi et innover. Ça paraît aussi tout à fait essentiel à l'heure d'aujourd'hui.
Merci beaucoup.